Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connecté. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour le grand débat du web, reloaded d'une certaine façon, dans une nouvelle version qui sera plutôt audio et radio, avec un podcast évidemment à suivre. On ne change pas quand même les bonnes vieilles habitudes. Je suis content de vous retrouver pour cette version du grand débat du web sur d'abord Radio Village Innovation. Et on aura l'occasion chaque semaine d'écumer l'actualité connectée avec toujours des invités. Là, c'est plutôt masculin autour de la table cette fois-ci. Ce sera à parité régulièrement également, mais pour le démarrage, on accueille avec plaisir des anciens du grand débat du web, version du temps où on était maquillés en fait. Fabrice Epelboin, salut. Bonjour. Fabrice Epelboin, c'est Yogosha, donc c'est la sécurité, c'est le bug bounty, c'est un truc qui marche bien d'ailleurs. Ça marche très fort. Ça marche très fort. À côté, on a Jérémy Bedmoussa. Salut Jérémy. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Très bien. Jérémy, c'est Lita, Love is in the Air, une application de rencontre nouvelle génération. Exactement. Et puis c'est aussi depuis peu Get in Tech. Ouais, un show, en fait, je l'ai lancé pour m'occuper en voiture. Mais tu fais beaucoup de voitures, toi, en fait. Je fais beaucoup de voitures, Ouais. je fais beaucoup d'allers-retours, et donc 10 minutes aller-retour chaque jour, ça m'occupe pour faire une petite émission. Et comme tu as la chance d'avoir une voiture qui est très très ouverte visuellement parlant, enfin, avec un toit vitré, c'est comme ça qu'on dit, ça donne une jolie lumière. Tu as commencé tout seul, puis maintenant finalement tu fais taxi, en fait tu fais Uber et entrepreneur. C'est ça, je me suis dit, pendant mes trajets, je vais faire Uber, j'invite les potes et je les déplace, et puis en plus ça fait du contenu intéressant. Donc, C'est pas mal de rentabiliser son temps de voiture pour faire des interviews. Finalement, c'est du temps qui était un peu perdu et qui devient quelque chose à c'est l'arrivée. ça. Je pense que je vais lancer un nouveau concept, Uber, YouTube, un espèce de mix des deux. Ouais, ça peut être pas mal. En Voilà. fait, repartez avec votre C'est ça. USB et une vidéo dessus. Salut Emmanuel Parodi, Salut Bertrand. Mastermind, toujours en charge de Mind. Voilà, Mind, la transformation digitale des secteurs industriels, donc les médias et la pub, la fintech, et là je suis en train de lancer la santé, la e-santé, tout ce qui est e-santé. J'ose pas vous demander si l'été s'est bien passé parce qu'on est quand même un petit peu très très loin de l'été, mais on n'a pas eu l'occasion d'opérer depuis. Deux sujets pour cette première émission. Faut-il considérer Elon Musk comme un génie ? C'est une vraie question. On a le droit d'être pour, contre ou au milieu des deux. Et puis le live entre-t-il dans une nouvelle ère ? Parce que avec Instagram qui met le paquet sur la possibilité d'inviter quelqu'un en cours de conversation, de publier pas mal de vidéos en story derrière, des appels groupés sur WhatsApp qui vont arriver, Facebook qui teste Live Producer, qui est un outil potentiellement pour les professionnels qui va permettre de faire du live multicam avec des mobiles. On rentre vraiment dans une autre dimension maintenant où le live, et on en parlera peut-être encore plus avec Jérémy, devient quelque chose qui devient un exercice quasiment indispensable pour plein de gens. Il y a plein de gens qui font du live, hein. Finalement, tu es le seul autour de cette table, mais beaucoup de gens font du live quasiment quotidien aujourd'hui en vidéo. Faut-il considérer Elon Musk comme un génie ? Il a 46 ans, il est... quelle nationalité au départ ? Enfin, il est né où, vous savez ? Sud-africain. Ouais, sud-africain. Il est né à Pretoria, en Afrique du Sud, naturalisé canadien depuis 1988. Alors, on lui doit PayPal, je vous le donne en vrac, hein. SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, Hyperloop, OpenAI, en l'occurrence, Neuralink, c'est les connexions cerveau-circuit imprimé là, qui font beaucoup couler d'encre ces derniers temps, Spaceliner, les fameux avions, ce qui est en fait tout simplement les SpaceX qui seraient utilisés sur la Terre pour aller de Paris à New York en une demi-heure. On aura l'occasion d'en parler. Il parle de coloniser Mars dès 2022, d'envoyer des gens là-bas. Il est ex-conseiller de Trump. Il est un manager qu'on dit extrêmement tyrannique, quelqu'un d'un petit peu fou selon certains détracteurs, génial selon d'autres. Et il y a un article du Figaro hier qui était marrant d'ailleurs, qui s'est intitulé « Les innovateurs géniaux de notre siècle sont-ils tous détestables ?» en parlant donc de cet homme-là, de Elon Musk, de Steve Jobs et de Zuckerberg. Qui pense qu'il est un génie ? On lève le doigt autour de la table. Tu penses qu'il est un génie, Fabrice ? Oui, incontestablement. Très prolifique, avec dans les multiples projets que tu as cités, certains qui sont à l'état de vaporware, mais il y a des vraies réalisations qui sont Vaporware, j'aime beaucoup le terme. Ouais. absolument incroyables. Après, c'est une autre face de l'innovation américaine. Ouais. On était habitué à une innovation, on va dire, bisounours et démocrate, et là, on a une innovation un peu hardcore et plutôt républicaine. On dit quand même qu'il pipote un peu sur certains projets. Quoi. Oui, il y a Sur beaucoup de vaporware, Bon, bien sûr. sur l'idée de Spaceliner, enfin, franchement, personne n'y croit vraiment C'est- sérieusement. Quoi. Non, mais en même temps, Tesla, on a tous été obligés de remarquer qu'effectivement, il avait fait quelque chose d'absolument incroyable, sans même parler de PayPal et de toutes ces autres... Qu'est-ce qui fait qu'il est un génie, selon toi, vraiment concrètement parlant ? Concrètement parlant, de l'ordre de l'entrepreneuriat, il y a clairement quelque chose qui tient du génie. De la capacité à sauter d'un domaine à l'autre avec Ça, c'est une moins qu'on puisse facilité dire, qui oui. est quand même déconcertante. Mais il a une vision globale quand même. Il y a une certaine cohérence. dans oui, tout ce il y qu'il a fait, une cohérence globale, il y a une vraie vision sur ce qu'il veut pour l'avenir. Qui plus est, il a des positions qui sont beaucoup moins flippantes que son comparse
qui lui a créé Palantir, Peter Thiel, et qui aussi conseillait. Voilà, mesdames, messieurs, 5 minutes, 7 minutes secondes, avant il a de placé citer Palantir, bravo. Mais c'est un duo, il faut comprendre. Hein. Les deux ont monté PayPal. C'est vrai qu'ils se connaissent. Les deux. Donc c'est pas totalement tiré par les cheveux. Non, c'est vraiment pas tiré par les cheveux. Les deux ont été conseillers de Donald Trump. Les deux partagent énormément de choses. L'un est quand même beaucoup plus diabolique que l'autre, ceci dit. Mais malgré tout, c'est une certaine vision de l'innovation qui n'est pas celle à laquelle on était habitué du côté des États-Unis jusqu'ici. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy ? Moi, je pense qu'il a, au-delà de la vision, et je te rejoins, Fabrice, sur le côté entrepreneurial, il a une espèce de folie douce qui fait que ça devient du génie. C'est-à-dire qu'il a la folie de croire qu'il peut nous envoyer sur Mars, il a la folie de croire qu'il peut lancer une marque de voiture et concurrencer oui, mais il a la folie de croire et il fait aussi. Justement, il a la folie de croire et il y arrive derrière et il le fait. Et puis même dans son histoire, alors c'est très connu, j'invente rien, mais quand il a vendu PayPal, il a réinvesti tellement, enfin en gros tout ce qu'il a gagné, que le mois d'après, il ne payait pas son loyer et qu'il a dû aller emprunter de l'argent. Et c'est une vraie folie. Aujourd'hui, vous regardez des entrepreneurs qui arrivent à lever ou à gagner 180 millions, le mois d'après, ils ne vont pas emprunter de l'argent pour payer leur loyer. Généralement, ils vont plutôt se mettre à épargner. Ce mec-là a cette espèce de folie de se dire qu'il sera toujours capable d'aller plus loin, qu'il va toujours être capable de tout changer ou de tout révolutionner. Et je pense que là, on touche à du génie. Alors, je ne sais pas si c'est un génie vraiment, mais en tout cas, globalement, la vision qu'il me donne est quand même assez géniale. Cette espèce de cohérence dans ses différents projets, jusqu'à The Boring Company d'ailleurs, que tu n'as pas cité. Oui, c'est vrai. Mais il y a une vraie cohérence dans tout ce qu'il fait. Et ça paraît tellement fou, tellement absurde quand il les lance. Il a lancé un projet il n'y a pas longtemps, je crois que c'est justement sur The Boring Company, où il remplace les lignes de métro par des espèces de parkings de voitures automatiques, évidemment tous des Tesla et tous électriques. Et quand il nous présente ça, c'est ridicule. Et quand on se projette à dans 20, 30, 40 ans, on se dit finalement c'est peut-être ça la bonne idée. Donc je ne sais pas si c'est génial, si c'est un visionnaire. On est tous d'accord sur le fait que c'est un tyran comme Steve Jobs. Zuckerberg, je suis pas sûr. Mais Jobs, ouais, c'est très connu. Et puis il suffit de regarder quelques réponses sur Quora pour se rendre compte à quel point Elon Musk est tyrannique et quelles sont ses méthodes de management en interne. Enfin, je pense que ça mériterait un film vraiment. Mais pour le coup, ouais, on va parler de sa façon de gérer son image, parce qu'il n'est pas mauvais non plus dans la façon de gérer son image, même si de temps en temps, il n'arrive pas à tout contrôler. Emmanuel, dis-moi que c'est du vent, que ça ne sert à rien, qu'Elon Musk est un imposteur, quand même, qu'il y ait un équilibre autour de cette table. T'avais lu mes notes Je le sentais, en fait. Alors, en fait, là, ce que vous dites, c'est effectivement, ils disent qu'on a envie d'entendre aussi, dans ce rôle-là, dans cette posture-là. Moi, j'ai pas les armes pour dire c'est faux. Bravo, c'est vrai que c'est ce qu'on a envie d'entendre. Bon, maintenant, vous connaissez la règle. Quand le génie montre la lune, l'imbécile. Non, on regarde pas le doigt, on regarde l'autre main, parce que l'autre main, elle est en train de vous faire les poches. Donc, il faut toujours regarder où est l'autre main. Ouais, quand on vous montre la lune. Qu'est-ce qu'il fait là, par exemple, cette semaine? Il a communiqué sur le voyage sur Mars, c'est absolument fabuleux, toute la presse a repris, etc., etc. Bon, pendant ce temps, on licencie massivement sur SolarCity, qui est pas un bid, qui personne ne comprend pourquoi il a racheté ça, qui est un réseau de prestataires de revente de photovoltaïque, etc. Enfin, il est en train de licencier massivement, donc en fait, ça fait diversion. Il est en train de licencier aussi, visiblement, énormément sur Tesla. 400 personnes, quand même. Tesla. Alors que Tesla n'arrive pas à honorer ses commandes. C'est assez bizarre. Hein. Concrètement, il a fabriqué, alors on n'est pas encore sûr, mais a priori, dans 2017, 100 000 exemplaires de Tesla. Ils annonçaient comme 500 000 pour l'année prochaine. Et là, sur le nouveau modèle dit d'entrée de gamme, ils en ont fabriqué sur l'année trimestre 256, d'après les chiffres que j'ai pu voir. Ce qui fait qu'il y a un gros problème de livraison. Ce qui fait qu'on se met à communiquer énormément sur la planète Mars, sur tous les projets loufoques, etc. C'est-à-dire que bon, c'est politique, il a une vision. Alors, moi, il me faisait penser, vous vous souvenez de Tucker, un grand inventeur, constructeur automobile, je crois que c'est les années 30. Il y a eu un film là-dessus, pareil, un génie. Et lui, son problème, c'est qu'il a à peine réussi à fabriquer en fait ce qu'il imaginait. Bon, là, lui, il a réussi à fabriquer, mais est-ce que finalement, sur la durée, son génie, c'est pas d'arriver quand même à jongler financièrement? Parce que le point commun de toutes ces activités, c'est qu'elles drainent en fait à la fois des subventions d'État, etc., à des montants absolument faramineux. Et peut-être son génie, c'est d'arriver à obtenir chaque fois les financements pour chacune de ces activités. Prenons les boîtes les unes après les autres. PayPal, ça va. Non, mais PayPal, il a revendu, voilà. PayPal, disons que c'est la plus classique. Hein. SpaceX,
Il a montré qu'il était capable d'envoyer une fusée qui redescend et qui vient se reposer. On est d'accord, c'est fait ça. Tesla Motors, on peut pas dire qu'après 4 générations de voitures, il a raté son truc, il a fait la bagnole la plus sexy du monde quand même. Hein. Ouais, mais même si on peut pas l'avoir. Hein. Mais d'un point de vue entrepreneurial, une entreprise qui est toujours pas rentable. C'est normal. Mais je dis pas que c'est pas normal. Je dis juste que c'est pas aussi glorieux que ce qu'il nous présente. Je rejoins tout à fait ce qui est dit depuis le début. Il a un vrai talent de communicant. Au-delà du génie qu'on lui donne, de la vision qu'il peut avoir, de tout ce qu'on veut, la réalité, c'est que ces entreprises, depuis PayPal, sont pas de francs succès entrepreneuriaux. Il a réussi plein de choses, il a eu des achievements, comme on dit, mais est-ce que l'assise financière qu'il n'a pas va lui coûter certaines de ses boîtes? C'est une vraie possibilité. Quand il va commencer à casser les prix du marché des envois de satellites avec ou des voitures électriques, ou des voitures électriques, là, et que l'argent va commencer à rentrer par milliards parce qu'il sera rentré vraiment dans une phase d'industrialisation, on en parlera autrement. Justement, financièrement, c'est là où le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas les chiffres. Donc les derniers chiffres datent de, je crois, de 2015 ou 2016 sur SpaceX. À partir du moment où les fusées ont commencé à exploser, ça s'est très mal passé et on est passé à des pertes. Là, on parle quand même de plus d'un quart de milliard de dollars, c'est probablement. pas son argent, ils s'en foutent, c'est non, des mais subventions publiques. alors voilà, mais c'est le point. C'est SpaceX, c'est la NASA qui paye, c'est de l'argent public, c'est le low cost de la NASA. Mais d'un point de vue de rentabilité, ça aurait été à l'équilibre en 2015. Mais en gros, on n'est même pas sur la moitié ou le quart de la moitié des marges d'Airbus ou de... Enfin, sur activité comparable. Airbus, on voit où ça nous amène. Hein. Non, mais... on est toujours en train de projeter ici. Pour l'instant, il a délivré des Tesla, il a fait décoller. Mais d'un point de vue modèle économique, il n'a pas démontré encore que. L'Hyperloop, pour l'instant, on a vu un truc qui se baladait dans le désert, mais on n'a pas vu grand-chose de plus. Après, l'Hyperloop, c'est de la R&D aujourd'hui. Mais un peu comme Tesla, le gros de Tesla aujourd'hui, c'est pas de la production. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde en France, même en France, on annonce des Hyperloop à la Bourboule. Mais un des premiers deals qu'a signé Hyperloop, c'est la SNCF. Ouais. Donc c'est quand même ça intéresse un peu tout le monde. Après, SNCF qui a mis de l'argent dans cette histoire. Oui, bien sûr. Ouais. Après, est-ce qu'il y aura une réalité derrière? On ne sait pas. Et les 250 millions de pertes de SpaceX à l'échelle du budget de la NASA ou de l'armement global aux États-Unis, c'est pas grand-chose. C'est inexistant. Donc si demain il arrive vraiment à délivrer ses fusées, je te rejoins tout à fait, Bertrand, sur ce que je disais tout à l'heure, il gagnera des milliards. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va tenir suffisamment longtemps, ou est-ce que, comme SolarCity, à un moment, il va se couper la main pour pas se couper le bras? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais est-ce qu'il va durer suffisamment longtemps sur ces projets-là pour arriver un jour à gagner ces milliards? Je pense que la vraie question, elle est là. Fabrice, est-ce que tu prends aussi ces prises de position sur l'intelligence artificielle, plutôt transhumaniste, le garçon, et sur Neuralink, notamment, cette connexion entre le cerveau et des circuits imprimés qui fait quand même légèrement flipper. Hein. Moite. Sur l'intelligence artificielle, il fait partie des personnes et des personnalités qui mettent en garde sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Vrai, oui. Là-dessus, je le rejoins. Sur Neuralink, moi j'ai un problème avec le transhumanisme. Le problème fondamental du transhumanisme, c'est que c'est bien gentil de construire un surhomme, mais qu'est-ce qu'on va faire des sous-hommes? Et il faudrait quand même qu'on commence non seulement à préparer... Comme dit Laurent Alexandre, ils ne serviront à rien. Oui, et en général, on peut quand même prédire des conséquences cataclysmiques sur l'avenir de l'humanité, parce qu'on arrive aussi à une situation où il n'y aura pas suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde. La solution, elle nous apparaît tous aux yeux, elle est dramatique. Donc il serait temps quand même de réfléchir sérieusement au transhumanisme en enlevant les lunettes de bisounours et probablement de préparer le terrain législatif et pour l'intelligence artificielle, ce qui est en cours. Cédric Villani est en charge d'une mission à ce sujet. Et pour le transhumanisme, même si c'est pas près d'arriver, le temps que ça remonte au cerveau législatif, ça serait temps de s'y mettre. Alors à propos de cerveau, est-ce que ça vous fait peur ou pas, Neuralink, donc cette connexion, vraiment des circuits imprimés implanté dans le cerveau, quoi. C'est quelque chose d'assez énorme qu'il était en train de mettre en place, Jérémy. Moi, je me suis toujours dit qu'on allait y arriver. Donc, je ne suis pas hyper surpris par l'initiative d'Elon Musk. Et puis, il y en a eu d'autres avant. Hein. Si vous regardez les programmes du MIT il y a 10 ans, il y avait déjà des projets qui parlaient de ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui... En parler et le faire, c'est deux choses différentes. Oui, mais justement, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ça semble crédible. C'est parce qu'on voit depuis quelques années l'intelligence artificielle, on voit depuis quelques années les progrès qui sont faits en neurosciences ou en bio, tout simplement, ou en biosciences. Donc, il y a énormément d'avancées qui font que c'est crédible. Maintenant, je rejoins Fabrice, et puis on en avait déjà parlé l'année dernière, il y a une question de modèle social et d'éthique derrière ça. Et c'est là que ça se joue. Est-ce que techniquement, on sera capable de le faire? Oui, un jour, on sera capable de le faire. Est-ce qu'on va arrêter l'innovation? Moi, ma conviction, c'est qu'on n'arrête jamais l'innovation. C'est qu'il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui y arrive, et puis une fois que ça existe, on est tenté d'aller vers ça. La vraie question derrière,
C'est qu'est-ce que humainement on fait des hommes qui sont pas à portée de ça. Vraiment, et je rejoins un peu le discours de Laurent Alexandre là-dessus. Dans 30 ans, on aura plus besoin des cerveaux qui auront moins de 150 de QI parce que pour le coup, on aura des robots qui seront plus performants. Qu'est-ce qu'on fait des humains? Voilà, on considérait toujours que le QI est une valeur de référence. Ça me semble étonnant, moi. Non, il faut une mesure. Ça a 110 ans le QI, quoi. Je vois pas en quoi c'est référentiel aujourd'hui. Ça l'est pas, mais c'est un élément qui ressort pour. C'est plus facile de parler de QI que d'expliquer toute la complexité de ce qu'on met derrière. Allez, le mot de la fin pour Emmanuel, là-dessus, notamment sur Neuralink. Moi, j'ai ni la foi de Jérémy. Est-ce que tu te sens d'avoir des circuits imprimés dans le cerveau? Non, pas du tout. Tu es naturellement un génie, on est d'accord, mais enfin bon, tu serais un génie plus, quoi. Voilà. Non, mais j'ai tendance à penser que c'est quand même survendu ces histoires-là et que je suis pas compétent, franchement, sur ce sujet. Donc, à la fois, j'ai pas la foi de Jérémy dans l'innovation continue infinie. Je suis d'accord en revanche totalement sur les conséquences sociales qu'il faut anticiper. Et c'est plutôt là qu'il faut regarder. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est des choses un peu survendues et je suis pas sûr que ce soit faisable. En tout cas, il n'y a rien qui me le démontre. Donc, je reste juste sceptique et observateur. C'était le premier sujet de ce grand débat du web. Faut-il considérer Elon Musk comme un génie? C'est quand même plutôt oui. On va dire comme ça, plutôt oui. Allez, 60, 70%, je sais pas. Dans ces eaux-là, ça vous va, ça, comme pourcentage? Un artiste. On reste là-dessus. Allez, je rajoute 10%, ça fait 80. Le type qui change absolument tout le discours à la fin. Tiens, on va voir si vous avez fait vos devoirs de vacances avec des plus 1, moins 1, des coups de cœur ou des coups de gueule de l'actualité très très récente. Fabrice, je suis sûr que tu as un coup de gueule sur... Un petit moins 1 pour Bad Rabbit, qui est le dernier malware, enfin qui n'est même pas un malware techniquement, et qui commence un peu à affoler la presse, alors que si on ramenait ça au monde réel, Bad Rabbit, c'est un peu comme un règlement de compte dans les banlieues nord de Marseille, alors qu'on vient d'avoir WannaCry et NotPetya qui, eux, sont vraiment l'équivalent d'un essai nucléaire nord-coréen et d'un test de missile balistique nord-coréen. Donc on est tout d'un coup face à une presse qui découvre un peu la cybersécurité, ce qui est un sujet extrêmement complexe, et qui a beaucoup de mal à trier et à distinguer ce qui est vraiment dramatique de ce qui est totalement anecdotique. WannaCry, c'était des infos issues directement de la NSA qui avaient été récupérées. WannaCry, c'était quelque chose de vraiment très très grave. Là, c'était lourd. C'était l'armement de la NSA qui était piqué par des mafieux pour construire des espèces de malware qui allaient bousiller tout un tas de trucs. Là, on a juste une campagne de malware qui est pas plus impressionnante. En même temps, ça veut dire que le focus est mis sur la sécurité, ce qui est plutôt bon signe pour ton secteur. D'un point de vue business, c'est très bien pour moi. Cet homme est double. Après, dans l'éducation du grand public, non, il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est que la base du marketing dans la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire foutre la trouille pour vendre ses produits. Tant qu'on était entre professionnels de cybersécurité, ça nous faisait tous rire. Là, si on commence à appliquer ça à Madame Michu et que Madame Michu a la trouille, elle va cesser d'utiliser tout ce qui est digital et là, on va se retrouver comme des cons. C'est que Madame Michu, elle est bien habituée à la trouille en ce moment. On fait bien en sorte qu'elle soit bien habituée à la trouille. Mais si elle a la trouille, dès qu'elle utilise quoi que ce soit de numérique, l'addition va être salée. Ça va être salé. Bon, tu as un plus 1, moins 1, Jérémy? Un petit moins 1 pour Facebook, tiens, pour une fois, qui nous fait des tests sans arrêt, mais qui a un peu foutu le bordel depuis quelques jours à faire des tests où ils détruisent le reach, ils détruisent la timeline, et ça crée une espèce d'incertitude, notamment vis-à-vis des éditeurs. Alors, pas spécialement de la presse. Mais sur certains pays de l'Est, ils ont testé ça dans des petits coins, ou dans certains pays d'ailleurs tout court, parce qu'il y en a eu un peu partout. Voilà, enfin en gros, ils ont testé le fait de scinder la timeline entre les publications personnelles et les publications des professionnels, ou de baisser le reach énormément, ce qu'ils font en réalité tout le temps. Ce qui veut dire que beaucoup de médias notamment se sont retrouvés avec une audience quasi zéro, aucune visibilité sur Facebook. C'est ça, et en fait ça inquiète un peu tout le monde parce que ça crée de l'instabilité. Il y a beaucoup de médias et de plus en plus de médias qui misent vraiment sur Facebook en termes de business, qui s'appuient sur Facebook comme un vrai relais de croissance. Et aujourd'hui, c'est une espèce d'instabilité qui fait qu'ils ne savent plus trop sur quel pied danser. On a le même débat à chaque fois que Google update son algorithme. Oui, mais c'est exactement la même chose. Mais là, Facebook, c'est une arme de guerre pour les médias aujourd'hui et on a bien incité dans le phénomène de plateformisation tout le monde à aller mettre ses contenus sur Facebook. De plus avoir de visibilité sur Facebook, c'est dramatique pour beaucoup de médias, n'est-ce pas? Et puis Facebook a communiqué sur le fait d'aller chercher les médias. Oui, il s'en fout parce que lui, il envoie une newsletter de toute façon, donc c'est pas Facebook. Il est dans le B2B, il s'en fout totalement. Ils sont contre-fous. Tu rigoleras moins quand LinkedIn fera la même chose. Je l'ai fait pendant 20 ans, donc je peux me permettre de me détendre. Ah oui, c'est clair. Ça, il est détendu du slip. Côté Facebook, ça passe à côté complètement. Un petit à plus 1, moins 1, non? Oui, mais du coup, on peut dire les choses. On peut dire les chiffres, les vrais chiffres, etc. Moi, un petit plus 1, pour une fois, tiens, Google, dont on est sorti du grand roupillon de Google Doc et Gmail qui dormait, je trouve, depuis des années. Alors, c'est l'outil quand même quotidien de travail pour pas mal de boîtes, de PE, PME.
fameux. Et voilà, ils ont ressorti enfin des petits modules pour Gmail et surtout sur Google Sheets, c'est-à-dire la partie tableur. Enfin, les connexions avec l'activité Big Data de Google. On a accès à des bases de données. On peut faire des queries. Alors, il y a des options, ça devient payant. Voilà, mais pour l'instant, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais enfin, ça bouge. Et enfin, voilà, on commence à avoir un outil professionnel qui commence à sortir. Pour moi, c'est la sortie d'un grand roupillon de au moins 2-3 ans. Et même une nouvelle UX pour Google Calendar qu'on avait vachement besoin quand même. Oui, qui est pas mal. Et on va revenir là-dessus parce ouais. qu'en fait Google fait ça et attaque un peu le marché pro avec des outils enfin sérieux et on va dire presque des API un peu sérieuses sur des nouveaux services. Et c'est un petit peu ce que fait aussi Facebook dans la vidéo, en tout cas ce qu'il teste avec Live Producer. On en a parlé cette semaine, une solution pour live professionnel qui est vraiment en test. Certains ont droit à ça en fait sur leur Facebook et pas d'autres. On ne sait pas exactement selon quels critères. Tu y as le droit toi, Jérémy, non? Je teste pas trop encore non, ça. parce qu'en fait, c'est juste un petit lien qui arrive, tester ça sur son Facebook. Il y a des gens un peu partout dans le monde qui y ont droit et personne n'a compris qui et pourquoi, en fait. Mais ça va Mais je venir pense pour que tout c'est le un peu au monde. pif dans les algorithmes. C'est un peu au pif, ouais. Peut-être slovaque, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. Slovaque. Et ça permet donc de la gestion des flux sur une interface web. Bref, le web est en train de changer du côté du live. En fait, il se passe vraiment quelque chose. On a connu le live depuis 3-4 ans maintenant, de façon très très récurrente où tout le monde en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à en faire concrètement, toi? Quel est le momentum que tu trouves alors, là? en fait, moi, je fais pas du live. Je fais de la vidéo, Ouais. mais je fais pas encore du live parce que comme je suis en voiture, je peux difficilement conduire et avoir du live devant moi. Donc, j'ai participé à d'autres lives sur. Mais c'est une sur d'autres arnaque. émissions. J'étais persuadé que c'était du Facebook Live, Bah ouais, ou je même suis pas en désolé. fait. Tu vas te faire Tu vois, retirer comme ton quoi permis. on peut ne pas en faire et faire croire qu'on en fait. Non, mais en fait, moi, pour mon expérience perso, je peux pas faire du live parce que je peux pas regarder les commentaires et conduire en même temps. Oui, ça c'est vrai. Donc, il faut que je regarde la route, même si je suis en train de parler. Sauf si tu as une Tesla avec un module de conduite autonome. Oui, j'ai pas encore la Tesla. C'est un appel. Si quelqu'un de Tesla m'entend, envoyez-moi une bagnole. Non, ceci dit, la vraie question pour moi, c'est de l'intérêt du live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois énormément de live apparaître et globalement, je trouve ça bien. Ce que je trouve bien pour être franc, c'est qu'on puisse faire du live et que ça soit automatiquement en replay derrière. Et moi, il y a beaucoup d'émissions. Eric Dupin, qui est souvent ici, il fait son édito du lundi en live et moi, j'ai jamais le temps d'être là le lundi matin, donc je le regarde le lundi après-midi. Donc j'aime bien ce côté où on a le choix entre interagir vraiment en live, et ça pour le coup c'est intéressant, et pouvoir le regarder en replay. En tout cas, on est passé d'une période des youtubeurs, on va le dire comme ça, c'est eux qui ont évidemment initié le process sur un public très très grand public, on va dire, à quelque chose qui devient de plus en plus professionnel. Les entreprises aujourd'hui se sont bien rendues compte qu'il y avait ça, et le problème c'est qu'il y avait d'un côté du Facebook, du Instagram, du Snapchat, des solutions qui permettaient au grand public de faire ça de façon très très simple, rapide, efficace, et puis de l'autre côté, des solutions pro extrêmement chères pour les entreprises, et finalement il y avait un gap entre les deux qui est en train de se combler. Est-ce que tu vois comme ça, Emmanuel, là? En tout cas, on en avait parlé avant l'été. Globalement, si on prend un peu de recul, l'histoire du live pour les réseaux sociaux, ils sont en train de s'attaquer au marché de la télé. C'est-à-dire qu'ils voudraient que se créent des rendez-vous, parce que c'est ça le live, c'est donner rendez-vous à un moment donné, et ils aimeraient bien. À la télé. Voilà, ils aimeraient bien le côté, il y a l'émission du matin, l'émission du soir, le rendez-vous de l'après-midi pour des segments. Donc tout ça est au final très publicitaire. Chacun a bien compris qu'il fallait publier tous les jours à la même heure, la plupart du temps, pour vraiment fidéliser. Voilà, alors justement, j'ai regardé, mes journalistes s'étaient intéressés au sujet, je suis allé chercher quelques chiffres pour vous. Alors, par exemple, il y avait un témoignage du responsable par exemple, de l'Observateur en France qui nous avait ramené quelques chiffres. Et par exemple, dans les chiffres, 65% de l'audience du live n'est pas en live. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est justement, tu disais le replay. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, le programme live est vu pas en live. Et tu sais que les télés aimeraient avoir ça sur leur replay. Qui marche pas du tout. Si, le mais pas replay. 65% d'audience. Le La replay radio le fait pas mal. tout à fait C'est-à-dire qu'il y a correctement. beaucoup d'audience radio Ouais, aujourd'hui mais qui la se télé, fait c'est- sur le c'est autre podcast chose. notamment. Hein. Donc la question, c'est finalement pourquoi on s'embête parce que c'est le live. Le problème du live, c'est pas de le produire. Là, c'est plutôt au contraire très simple. C'est le fait qu'il faut donner un rendez-vous, il faut déployer en fait du marketing. C'est en fait l'acquisition, comme on dit, de lecteurs. C'est ça qui complique tout. Donc déjà, ça marche pas si bien que ça, puisque plus de la moitié des utilisateurs ne sont pas en live. Mais d'un point de vue de programme, ça fait un programme vidéo qui est un support publicitaire. Donc du point de vue de Facebook et autres, ça marche. La question, si on prend les arguments publicitaires, c'est qu'en fait, le comportement... En gros, si on compare le live à ce qui n'est pas de live, le live marche moins bien. Il y avait un article de la Columbia Journalism Review là-dessus qui avait comparé des choses. Il marche moins bien en volume d'audience, etc. Mais il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle d'implication des utilisateurs. Sur le problème live, il y a plus de commentaires, plus de clics, etc. Or ça, ce sont des critères techniques intégrés en termes de performance à la publicité. C'est considéré comme des éléments de critères de performance pour les annonceurs. Donc en fait, intégrer du live,
c'est se permettre de booster un petit peu tous les critères pour les annonceurs qui font que y a du clic, il y a de l'appétence et on vend ça finalement aux annonceurs. Donc voilà une raison de faire quelque chose qui, d'un point de vue d'audience pure, n'est pas forcément rentable pour celui qui le produit. Il faut quand même savoir que globalement, tout ce qui a pu se faire l'année dernière sur Facebook, il y avait des programmes. Facebook payait, il y avait un programme pendant un an, payer les éditeurs pour produire du live. Sinon, seuls les éditeurs, il n'y a pas de retour sur investissement là-dessus. Ils ont plein de deals avec des investisseurs, avec des influenceurs, et des indépendants, oui, absolument. On avait reçu le Loïc, qui était en deal avec eux. Moi, j'en connais plein d'autres. Voilà. Ils ont un deal avec pas mal d'influenceurs pour faire du live et pour promouvoir ça. Et ça a bien marché. Aujourd'hui, le live, c'est vachement rentré dans le courant des gens qui regardent leur timeline sur Facebook. Après, il y a c'est aussi parce que Facebook donne une prime absolument colossale aujourd'hui à tout ce qui est vidéo. Et on regarde sa timeline aujourd'hui, on a quasiment que de la vidéo. Bien sûr. C'est qu'une photo, une photo ou un texte n'est plus balancé dans la timeline directement. Évidemment, mais parce que c'est aussi une forme de consommation que notamment les millennials apprécient énormément. Toutes les news qui durent 45 secondes, c'est ultra apprécié par cette cible-là. Et donc, c'est très regardé, et notamment sur Facebook. Il y avait Vine aussi qui a été lancé il y a quelques temps par Twitter. C'était des vidéos de 6 secondes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié tant que c'est un format court et que ça correspond à... Je mets un bémol sur le terme apprécié parce que c'est servi en autoplay, ça dure 6 secondes et la notion de mesure de vidéo, apprécié, c'est à partir de 3 secondes. Donc en fait, tout est fait pour que d'un point de vue de métriques, on puisse dire les gens en veulent, ça marche très bien. Absolument. La réalité, c'est que c'est imposé. C'est-à-dire que la consommation de vidéo, c'est vraiment... c'est comme gaver une oie. Vous avez eu une bonne raison de cliquer sur une vidéo et avant que vous ayez réalisé ce qui s'est passé, vous en avez enquillé 5. Reste à démontrer si on arrivera à faire du foie gras avec tout ça. C'est surtout quand même la bataille d'un côté entre Facebook, donc Instagram, WhatsApp et Snap de l'autre côté, qui est quand même légèrement plus prégnant sur les plus jeunes, qui aujourd'hui, Facebook est considéré comme un média plutôt ringard par pas mal de millennials, en tout cas des plus jeunes d'entre eux. Donc on a actuellement une bataille où Facebook veut mettre la main sur la vidéo et le live est quelque chose de fort, parce que le live c'est la jonction vers une dimension média programmatique quasiment et l'émotion. Donc on est dans quelque chose où ils veulent vraiment être totalement omniprésents là. Quand même, le live c'est aussi, je pense à ce qu'a fait Rémi Buzine devant les derniers événements en France, il y a un transfert de la capacité à couvrir en live un événement, je pense notamment à l'agitation sociale, qui est passé massivement sur leur Rémi Buzine, je crois que c'était Periscope, mais peu importe, c'était du live à partir d'un téléphone mobile qui, pour le coup, était à la limite plus intéressant que ce que sont capables de faire les émissions les chaînes d'infos continues qui consacrent finalement pas grand-chose au live. Là, on était en mesure de rester dans un événement. C'est vrai, quand il y a un événement, les chaînes d'infos continues mettent une caméra quelque part où on voit des flics qui marchent, là, qui discutent, et puis on a le même plan pendant des heures. Alors que n'importe quel type qui... Elles peuvent plus se mêler à la foule, elles se font lapider. Donc c'est maintenant des indépendants qui n'assument même pas le titre de journaliste, qui vont dans la foule et qui commencent à... Même sans être dans la foule, on peut être à 3 endroits différents aujourd'hui avec un outil comme Live Producer donc de Facebook, si on est un blog, et avoir au moins 3 plans différents avec des interventions différentes. Yeah. Il y a aussi une solution que je voulais citer qui s'appelle City Producer, qui est une application française qui est absolument génialissime, qui est un système complet de production vidéo sur iPhone. Alors là, on peut faire du multi-broadcasting avec plein de caméras différentes. On peut directement, depuis un téléphone, gérer la réalisation vidéo de ça, et derrière, on peut faire du montage de très beau niveau directement depuis son téléphone et exporter tout ça sur Final Cut, par exemple, pour le finaliser. C'est absolument génial. Là, pour 500 €, tu as ce qu'on avait pour 50 000. C'est l'outil complet pour les JRI qui aujourd'hui, ou les Mojo, les mobile journalistes qui veulent vraiment partir, faire quelque chose et ramener un vrai sujet. Ils peuvent le faire avec une seule application. Et plus la capacité de diffusion gratuite qui alors là, fait la grosse différence. C'est même pas le coût. Déjà, quand GarageBand est arrivé, on avait pour 99 $ l'équivalent de ce que nous, on avait quand on était gosse, il fallait louer un studio, ça coûtait une fortune et on payait à l'heure. Ce qu'on fait en ce moment. Et aujourd'hui, on a ça pour 99 € sur un Macintosh. Il nous reste 45 secondes, 10 secondes chacun. Qu'est-ce qui va changer dans le live là ? Qu'est-ce qui te semble important dans le changement sur le live aujourd'hui ? Moi, c'est vraiment la capacité de couvrir un événement politique en temps réel, en dehors des médias mainstream. C'est vrai que là, ça change absolument. Jérémy ? Pour moi, c'est les nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on a un live 1 qui est vraiment une toute première version et on va avoir énormément de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, que ce soit en termes de marketing, en termes d'accompagnement, en termes de promotion. Ça va tout changer dans les mois qui viennent. Emmanuel ? L'enjeu, c'est l'achat des droits. Donc la question, c'est quand un réseau social aura les droits du foot, etc. Et tout le reste compte pas beaucoup. C'était le grand débat du web, version radio, version podcast, version audio en tout cas, sans maquillage. Donc avec Fabrice Epelboin, avec Emmanuel Parodi et avec Jérémy Benmoussa, on se retrouvera chaque semaine pour écumer l'actualité connectée avec eux ou avec d'autres chroniqueurs de cette émission. Merci à tous et à bientôt.
Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connecté.